Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci à Laure Gabriel de nous avoir invités aujourd'hui. On est très content d'être là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème. C'est l'UX de l'autre côté du miroir, où c'est comment finalement intégrer ces équipes pour concevoir des produits. C'est-à-dire que je vais vous expliquer après un petit peu mon parcours, mais je travaillais avant en agence, j'ai conçu des produits avec des clients, etc. Maintenant, j'accompagne des grandes entreprises dans leurs projets. Donc je vais vous expliquer un peu les différentes manières de travailler. J'avais un petit peu peur en arrivant ici. Je me suis dit, ça se trouve, les grandes entreprises ici n'ont pas du tout les mêmes problèmes qu'en France. Et ça va peut-être tomber complètement à l'eau en truc. Mais non, finalement, avec cette première discussion hier, je me suis rendu compte que c'était un peu la même affaire en France et ici à Québec. Juste pour commencer, je voudrais savoir un petit peu dans la salle qui travaille en agence. Si vous pouvez lever la main, juste histoire que je... Ok. Deux personnes. Qui travaille plutôt dans des grandes entreprises ici? Ok, donc 90% des personnes ici. Ok, et qui, parmi ces gens dans les grandes entreprises, a déjà entendu parler de programmes d'intrapreneuriat? Ok, ça va, ok. Bon. Juste pour savoir, pour adapter un petit peu mon discours en fonction. Présenter Numa. Numa, c'est une structure qui est à Paris, qui existe depuis maintenant une dizaine d'années, qui se considère comme un accélérateur de projet. Accélérateur au sens large, dans le sens où on a, je vais faire l'histoire très courte, mais on travaille sur des communautés, on accélère aussi un écosystème, c'est-à-dire qu'on fait un tout ensemble d'événements, on a un espace de coworking gratuit où des gens peuvent se rencontrer, peuvent créer, faire mûrir des projets ensemble. On accélère des startups. On a depuis, donc là on va commencer notre 10e saison d'accélération de startups. On choisit des startups, on les accélère sur un programme de 4 mois pour les faire passer d'un stade qu'on appelle plutôt early stage, où ils commencent leur premier stade de développement, ils viennent de mettre leurs produits sur le marché pour les accompagner à trouver leurs premiers clients et à se développer un petit peu plus. Voilà. Juste un petit mot, pourquoi... non, excusez-moi. Et une troisième activité qui est sur l'accompagnement plutôt des grandes entreprises. Et on accélère aussi les projets des grandes entreprises, tout comme on peut accélérer des projets de start-up en dédiant des équipes pour accélérer les projets. Ça va être mon propos aujourd'hui, du coup je détaillerai après. Et après on a une activité un peu plus d'open innovation, où là c'est plutôt, l'idée c'est de faire des partenariats entre des grandes entreprises et des startups pour monter des choses. Et mon collègue Maël en parlera ce soir, parce qu'on a un très beau programme qui s'appelle Data City sur la ville intelligente. Voilà un peu Numa. Et ce que veut dire Numa, ça veut dire numérique et humain. Parce qu'on a une conviction forte à Numa, c'est que l'innovation n'est pas qu'une question de technologie, c'est surtout une question d'humain, c'est des gens qui vont travailler ensemble et c'est des gens qui vont développer des projets. Voilà pour Numa. En ce qui me concerne, donc, comme je disais, moi, ça fait 2 ans que je travaille à Numa. Et avant ça, j'ai travaillé pendant presque 7 ans à une agence de design de services numériques sur la place de Paris. Donc, on a travaillé avec tout un ensemble de clients. Je suis arrivé au tout début de ma carrière, donc on parlait plutôt d'ergonomie. Ça veut dire comment je rends mon site facile à utiliser pour mes utilisateurs. Donc, on fait des tests utilisateurs pour que, etc., les gens arrivent bien à l'utiliser. Puis arrivé l'iPhone. Où là, finalement, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que l'ergonomie était un petit peu devenue une commodité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de tests utilisateurs, ça ne veut pas dire que tout ça reste extrêmement important. Mais le niveau de qualité de toutes les interfaces est devenu sensiblement, en tout cas, sauf pour les interfaces qui sont vraiment très ratées, mais quand même maintenant devenu extrêmement bon. Et du coup, on est arrivé plutôt sur une problématique de dire, ok, maintenant qu'on a des interfaces qui sont correctes, c'est quoi les services qu'on va devoir développer auprès de nos utilisateurs. Et du coup, c'est remonter un petit peu en amont. Et donc, c'est un peu mon premier point, c'est que j'avais une première frustration, enfin, j'avais 2 frustrations en travaillant en agence. Une première, c'était de me dire que finalement, on travaillait parfois sur des produits, mais on n'avait pas la racine du projet, on n'avait pas l'idée de départ. C'est-à-dire quand tu travailles en agence, donc, on te donne un brief, et du coup, tu produis, tu peux challenger le brief partiellement, mais tu ne vas jamais revenir en amont de l'idée. Et l'autre frustration que j'avais,
c'était plutôt de ne pas pouvoir suivre les projets sur le long terme. C'est-à-dire qu'à nouveau, tu es dédié sur un temps précis, et une fois que le projet avance, toi, en tant que représentant d'une agence, tu quittes le projet, et le projet continue tout seul. Et finalement, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plein de produits sur lesquels on a travaillé, qui étaient du coup ergonomiquement, au niveau de l'expérience utilisateur, de l'interface, très bien fait. On a fait des tests utilisateurs, etc. Et finalement, le produit ne marchait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de traction. Et là, je rejoins ce que c'était notamment je pense à des applications sur lesquelles on a travaillé, et je pense au point de la présentation précédente, où on disait que d'ici 2019, je crois, plein de gens vont quitter leurs applications, vont abandonner leurs applications, et je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que on a lancé énormément de produits, en tout cas, et finalement, ça ne marche pas. Ce qui fait qu'on se retrouve avec plein d'applications sur l'App Store que personne n'utilise, avec des commentaires pas toujours super bons, et ça me titille. Voilà, c'est un petit peu le sens, ça va être le sens de mon propos aujourd'hui. Et finalement, la question initiale, c'est d'où viennent les idées. Pourquoi on s'est dit, tiens, on va faire cette application-là. Pourquoi on va faire cette application-là? Et ce qu'on a vu souvent, c'est que finalement, c'est des décisions qui sont un petit peu en chambre. On se dit, tiens, on a ce sentiment-là, on se dit que... Ou sinon, on a notre concurrent qui fait ça. Du coup, on va peut-être essayer de faire la même chose. Et c'est parfois même sans prendre en considération l'utilisateur final, sans aller voir initialement notre utilisateur pour se dire, ok, qu'est-ce qui marche pas pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi. Voilà. Et du coup, on fait ce petit exercice en chambre, et on va voir une agence en disant, ok, fais-nous cette application. Et du coup, on produit gentiment l'application, et le résultat que j'ai annoncé tout à l'heure. À la rigueur, parfois on a de la chance quand on est dans une grande entreprise, parce que quand un produit ne marche pas, on peut mettre de la communication pour se dire il va marcher. Mais ça ne marche pas forcément non plus. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément, c'est de se dire ok, finalement, d'où viennent les idées? Et pourquoi ce produit ne marche pas? C'est peut-être parce que l'origine de l'idée du produit n'est pas forcément la bonne. La deuxième raison que je vois, c'est que souvent, on a une tendance à lancer des produits énormes. Ça, c'est l'exemple que je vous ai mis, c'est l'exemple de la ligne Maginot, j'imagine que vous connaissez tous, où finalement, du coup, là, entre les deux guerres, pendant la montée de l'extrémisme, les tensions internationales, etc., on s'est dit, ok, on va construire une énorme ligne sur la frontière allemande. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que l'invasion est passée par la Belgique et le Luxembourg, comme la première fois. Donc on construit des produits énormes, on prend du temps, ça a mis des dizaines d'années à se construire, et finalement, ça n'a pas l'effet escompté, ça marche pas non plus. Donc c'est un peu un côté, le point que je veux dire derrière ça, c'est que, à nouveau, les grandes entreprises ont tendance à lancer des énormes projets, des énormes machines, et après c'est un petit peu, lancer une ligne, et ça marche ou ça marche pas, et on voit ce qui se passe. Et le corollaire là-dessus, c'est que finalement, il y a très peu d'évolution sur ces produits. À nouveau, les produits que je vous citais tout à l'heure, j'ai encore été voir les commentaires et les dernières mises à jour hier, et c'est pour des grosses boîtes, c'est pas pour des petites boîtes. Il y a 2 ans que le produit n'a pas été mis à jour, avec des commentaires complètement délétères depuis un bon moment. Donc voilà, c'est un peu les tendances qu'on voit avec, au mieux, des produits digitaux avec des refontes. On se dit tous les 3 ans on va faire notre refonte, et boum, ça y est, on relance la grosse artillerie et on va faire une refonte, plutôt que de se dire ok, on a un produit qui marche aujourd'hui, et on va plutôt faire des choix plutôt tactiques, avancer tranquillement sur son produit, plutôt qu'à chaque fois lancer des grosses refontes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des grosses refontes de temps en temps, si c'est nécessaire, mais il y a aussi quand même des choix, des mises à jour régulières à faire sur les produits. Voilà. Du coup, on se retrouve avec une multitude de produits parfois. On se retrouve sur l'App Store avec plein de produits. Et à nouveau, ces produits sont très peu utilisés, et très peu de traction sur l'ensemble de ces produits. Donc, voilà mon point. Ça, c'est le problème initial. Et nous, on a essayé de travailler à Numa, dire ok, comment on peut faire évoluer cette mentalité-là. Et on a une conviction à Numa, c'est que finalement, c'est des projets qui doivent passer par l'interne. C'est-à-dire qu'il faut, dans une logique de transformation digitale, le bien grand mot, mais l'idée c'est qu'on ne peut plus complètement externaliser toutes les compétences.
il faut de plus en plus internaliser les compétences, et notamment les compétences UX. C'est un petit peu l'image, c'est comme si on voulait apprendre à jouer d'un instrument en allant à des concerts. Non, c'est pas comme ça. Il faut pratiquer les choses pour faire avancer les mentalités, se former sur les projets, se former sur les méthodes, etc. Voilà. Ce qu'on constate également, c'est que les entreprises qui marchent, notamment les startups qui marchent chez nous, sont celles qui accordent le plus d'importance à l'expérience client. C'est être présent tous les jours, améliorer son produit en fonction des feedbacks de ses clients. Je lisais encore un article ce matin d'un CEO qui disait que la dernière tâche que doit déléguer un CEO, c'est le service client. Pour toujours rester en contact avec ses utilisateurs, toujours voir ce qui marche sur son produit, voir ce qui ne marche pas sur son produit, et faire des évolutions en conséquence. Donc, ce qu'on met en place, c'est des programmes d'intrapreneuriat. Je vais rentrer un petit peu en détail de ce programme d'intrapreneuriat, de voir comment ça marche, c'est quoi les différentes possibilités qu'il peut y avoir, qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans ce programme d'intrapreneuriat. Le basique, c'est ça, c'est de se dire que on prend des projets, on prend des équipes et on accompagne ces gens-là comme on accompagnerait une startup finalement. Ça veut dire que on va faire des premières expérimentations. On va déjà faire de la recherche utilisateur, aller sur le terrain, voir un peu quel est le vrai problème. On va faire des expérimentations, on va développer le projet au fur et à mesure. Si ça marche pas, on jette le projet, c'est pas grave, on passe à autre chose. C'est un petit peu la logique. Et on n'est plus dans cette logique de prestation qu'il peut y avoir quand tu travailles avec une agence. Finalement, tu travailles dans un temps donné, et une fois que le travail est fini, on passe à autre chose. Le premier point va être de comment faire pour sourcer les projets. Comment je vais pouvoir récupérer les projets d'innovation qu'il peut y avoir dans mon entreprise. Le point, c'est que les collaborateurs sont certainement les personnes les mieux placées pour voir les sources d'opportunités. Notamment les agents du terrain vont être les personnes qui vont voir ce qui marche pas, à nouveau, et qui vont pouvoir faire remonter ces projets-là. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des appels à projets en interne. C'est quelque chose qu'on vient de faire avec la RATP, donc, qui est le réseau de métro de Paris, où finalement, on a soumis un grand appel à projets à tout un tas tous les collaborateurs du groupe RATP. Il y a une centaine de projets qui ont été proposés. Là-dessus, on en a retenu une dizaine qu'on a accompagné après pendant une durée de 3 mois. C'est un petit peu le modèle. Après, il peut y en avoir différentes sortes. Ça peut être vraiment de l'appel à projet, ça peut être thématisé, ça peut être non thématisé, etc. Mais c'est un petit peu la logique de base. Donc c'est vraiment accompagner la logique derrière ça. Il y a tout un ensemble de dispositifs, et après c'est à chaque groupe de trouver son dispositif d'entrepreneuriat, mais comment je fais du sourcing de l'idée jusqu'au déploiement du produit, quel dispositif d'accompagnement je peux mettre pour accompagner les projets. On a, basiquement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 4 grandes zones pour aller chercher des projets. En tout cas, il y a 4 typologies d'innovation. C'est pas un modèle que j'invente, mais c'est de se dire à un moment, soit on va chercher quelque chose où finalement, nous, en tout cas, il y a assez peu de risques pour le business, jusqu'à des choses qui sont très très risquées pour le business. Et inversement, après, est-ce qu'on a une opportunité business forte ou une opportunité business haute. Et basiquement, il peut y avoir 4 cas d'innovation. Il peut y avoir un cas d'innovation, on est plutôt dans le sustain, ou en tout cas c'est de l'amélioration continue, j'améliore juste mon produit, etc. Et c'est extrêmement important quand même d'améliorer son produit, d'améliorer son service. Et là, c'est vraiment du travail presque de fourmi au quotidien, parce qu'on a déjà quelque chose qui existe, qui est à 90% juste, il faut juste corriger et adapter aux nouveaux usages. Ensuite, on a quelque chose où, finalement, il y a assez peu de risques pour nous, mais par contre, il peut y avoir une grosse opportunité de marché, c'est si on identifie une nouvelle zone, une nouvelle opportunité de business. C'est-à-dire que là, vraiment, on peut lancer un nouveau produit, etc. Et c'est ce qu'on voit dans le programme d'entrepreneuriat, c'est que même parfois, il y a des filiales qui sont créées spécialement pour les projets, pour développer les projets de façon complètement indépendante par rapport à la maison mère. Et après, il y a deux autres typologies. Il y a des intermédiations. Donc là, c'est le cas de Booking, par exemple, où finalement, le numérique, ce qu'a apporté le numérique, c'est qu'il a étendu la chaîne de valeur. Et du coup, il y a des acteurs qui peuvent se positionner dans cette chaîne de valeur. Comme le fait Booking, par exemple, où finalement, Booking ne prend pas le métier d'accord. Pas directement. C'est juste qu'il se met en intermédiation entre le client et Accor.
Et après, il y a la disruption, où là, c'est vraiment, avec un nouvel asset, on va complètement attaquer de front ton cœur de métier. Donc là, forcément, on pense à Uber, on pense à Airbnb, où là, finalement, c'est juste qu'on développe une nouvelle façon de faire qui, logistiquement, peut coûter moins cher, avec des assets complètement différents, une techno complètement différente, va faire que ton marché est complètement attaqué de front. Ça, c'est peut-être les différentes typologies d'innovation qu'on peut aller chercher dans ce genre de programme d'entrepreneuriat. Après, bon, ça c'est un petit peu le basique, mais c'est passer de l'équipe projet à l'équipe produit. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un projet avec une durée déterminée de X mois, ou peu importe, mais on est une équipe qui se concentre sur un produit. Et qui va travailler à faire évoluer ce produit au fur et à mesure. Donc là, forcément, on va essayer de mettre en place des équipes pluridisciplinaires, avec plutôt quelqu'un qui va être le product owner, quelqu'un d'autre qui va être plutôt le représentant IT du projet, quelqu'un qui va plutôt faire le marketing. Et voilà, donc toute l'idée, c'est ça, c'est de commencer par travailler en équipe, des équipes très très resserrées. Nous, ce qu'on recommande, c'est en général d'avoir 2, 3, 4 personnes maximum, parce qu'après, on va retomber dans des problématiques de je te délègue ça, je fais ça, etc. Il faut structurer les équipes. 4, c'est le nombre parfait. Je sais plus, c'est Amazon le Jeff Bezos d'Amazon qui disait une équipe parfaite, c'est une équipe qui peut partager une pizza. Ça marche assez bien. Sinon après, il faut trop de pizza. Voilà, et on insiste également pour que ces équipes-là assurent les opérations du produit. C'est faire les choses. J'ai travaillé dans pas mal de boîtes, je vais offenser personne en disant ça, mais j'ai vu dans pas mal de boîtes où finalement c'était que des chefs de projet, que des chefs de projet qui travaillaient qui déléguaient même parfois des activités cruciales de leur business, telles que le service client notamment, ou même la mise en place d'offres, et qui déléguaient complètement tous ces secteurs d'activité. Et du coup là, l'idée c'est de reprendre la main et de refaire toutes ces opérations et de réintégrer tout ce qu'il faut faire finalement dans une entreprise. Voilà, et c'est un petit peu la logique donc, là tu passes de l'autre côté du miroir, et nous, toute notre méthodologie, c'est d'aller voir les utilisateurs, donc, et ça va être beaucoup plus impactant si c'est toi-même qui vas voir tes utilisateurs, que tu vois ton utilisateur qui galère à tel endroit, qui ne sait pas faire tel truc, ou même que tu vois quelles sont ses frustrations, plutôt que si tu missionnes ça et que tu as une information de seconde main, quelle que soit la qualité, c'est toujours beaucoup plus impactant si c'est toi-même et qu'après tu vas travailler sur le produit ensuite. Voilà. Un point, donc pourquoi on fait de la recherche utilisateur, c'est pour trouver le bon problème à résoudre. Ça c'est vraiment l'élément crucial pour les adeptes du Lean Startup. C'est un des sujets clés, c'est-à-dire que avant de tomber amoureux d'une solution, il faut tomber amoureux d'un problème. Et c'est ça, il faut en fait s'attaquer à ce problème, essayer de résoudre vraiment ce problème. Et finalement, la solution, peu importe, qu'elle soit, et d'ailleurs que la solution soit une plateforme numérique, une évolution d'une offre, etc. Il peut y avoir énormément de solutions différentes. Le principal, c'est de s'attacher au problème. C'est juste un tout petit exemple, l'image qui est derrière, j'aime beaucoup. C'est en fait, c'est en Normandie, chez moi, et j'ai pas compris, c'est un chemin de terre, et en plein milieu, il y a un passage piéton. Je me suis juste demandé à quoi ça servait. Bon, après, ça me pose beaucoup d'autres questions qui sont comment les gens finalement se sont dit bon on va quand même faire ce passage piéton. Oui, bon ok, on va passer, je sais pas combien de temps ça prend à faire ça, un jour, 2 jours. Et personne s'est dit bon non, ça sert à rien qu'on fasse ça, on va peut-être rentrer à la maison plutôt. Non, voilà. C'est un exemple que j'aime bien. Il y a un autre exemple qu'on cite souvent, c'est une startup qui est passée par chez nous, qui s'appelle SharePay, et qui s'est positionnée sur la problématique, c'était comment splitter des paiements. Leur problématique initiale, c'est de se dire, ok, si je veux acheter un cadeau, par exemple sur Amazon ou quoi que ce soit, peu importe que ce soit un cadeau ou quoi, si je veux acheter un produit sur Amazon, si je veux acheter à plusieurs un produit sur Amazon, bah, c'est toujours un peu chiant parce qu'il y a c'est une personne qui va payer, et après les autres vont dire, bon bah tiens, je te redonne 10 euros ou quoi, et voilà. La somme est recomposée comme ça. Donc ils se sont posés sur ce problème-là, se dire comment je peux splitter un paiement. Puis finalement, ils ont abandonné un peu cette idée de boutons sur les sites de commerce parce qu'ils se sont dit
c'est trop compliqué. Et du coup, ils se sont dit, bon, on va plutôt faire une carte de paiement qui, après, automatiquement pourra splitter les paiements. Et ils ont pensé notamment aux gens qui partaient en vacances ensemble. Parce que c'est pareil, quand on part en vacances en groupe, c'est toujours chiant de se dire, ok, bon, moi j'ai payé l'hôtel, toi t'as payé le taxi, ok, donc du coup, attends, je te dois 10 € là-dessus. Ils se sont dit, on va juste utiliser une carte, et comme ça, automatiquement, ça va splitter sur tous les comptes. Sauf qu'ils se sont rendus compte que donc, ce problème-là était réel, mais il arrivait assez peu souvent. Finalement, les gens disaient, bon bah oui, mais moi mes potes, je pars avec eux, excusez-moi, je pars avec eux peut-être une fois par an, et c'est jamais les mêmes potes et tout ça. En discutant avec les personnes, ils se sont rendus compte que finalement il y avait un moment où ce problème arrivait là, c'était sur les couples, notamment les jeunes couples, où t'es pas forcément encore marié, tu veux pas encore forcément faire de compte joint, etc. Mais cette problématique du paiement partagé arrive régulièrement. Et du coup, ils ont construit leur produit, ce qui s'appelle SharePay, où ils se concentrent uniquement sur ce problème-là, le problème du paiement partagé pour les couples. Ils vont lancer leur produit, ça marche, etc. Ils sont en toute première phase de déploiement. D'ailleurs, pour l'anecdote, ils s'aperçoivent aussi que maintenant, en fait, il y a des usages détournés de leurs produits qui sont super intéressants. Notamment, tu peux donner, par exemple, ta carte bleue à ta femme de ménage, et juste, comme ça, en fait, ça te fait une carte bleue tierce que tu peux utiliser avec tes enfants, que tu peux utiliser avec ta femme de ménage, etc. Voilà. Et maintenant, du coup, ils pensent à faire évoluer leurs produits. Et c'est assez lié à ce que je vous disais avant, c'est-à-dire qu'à un moment, une fois que tu as mis ton produit sur le marché, tu peux dire, ok, comment je peux maintenant faire des pivots, orienter mon produit différemment et répondre à de nouveaux usages. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Un point important, forcément, pour accompagner les projets, bah, c'est le mentoring et c'est le sponsoring, qui sont deux niveaux très très différents. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en général, on accompagne les projets sur des périodes allant de 3 mois à 6 mois, selon les projets, selon les problématiques. Et c'est soit des accompagnements d'une journée par semaine, où finalement on va coacher les équipes une journée par semaine, on va les mettre en relation avec des gens de notre réseau, que ce soit sur la partie juridique, que ce soit sur la partie technique, que ce soit sur la partie logistique. On a un énorme réseau de mentors. Et du coup, voilà, c'est vraiment... L'idée, c'est ça, c'est d'accompagner au maximum les projets sur toutes les compétences que j'ai pas encore, mais en tout cas, comme ça, tu formes tes équipes, tu les fais monter en compétences là-dessus. Et un autre point qui est extrêmement important, c'est le sponsoring en interne des projets. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un rattachement de ces projets aux plus hauts échelons du management pour que pas ça soit juste des projets un petit peu perdus dans l'entreprise, et qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit là pour veiller à déverrouiller les verrous internes, à faire connaître le projet en interne, à dire ok, il faut que tu parles à machin, etc. C'est un point extrêmement important. Voilà. Et un autre enjeu qu'on voit beaucoup, c'est d'essayer de multiplier les expérimentations. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut un peu prendre des risques et se dire ok, je vais expliquer l'image derrière, ça vous sera plus clair après. C'est sur la théorie de l'évolution, il y a deux types d'espèces, il y a les key-types et les air-types. Les key-types, c'est comme le pissenlit, c'est plutôt une logique où j'investis très peu de ressources dans ma descendance, mais par contre j'en envoie un petit peu partout. Et il y en a beaucoup qui vont pas marcher, mais en tout cas celles qui vont marcher vont conquérir des nouveaux territoires. L'autre exemple, air-type, c'est plutôt les lions ou les grands mammifères, où bah, tu vas avoir une seule descendance, mais tu vas mettre toutes tes ressources pour que cette descendance-là réussisse. Et donc c'est un petit peu logique, c'est de se dire, essayer de multiplier au maximum les expérimentations. Peut-être les projets vont pas marcher, et c'est tout l'enjeu des choses. C'est-à-dire que il faut mettre en place des portes, en tout cas des niveaux, de se dire, ok, ce projet-là ne marche pas, abandonnons ce projet, on va passer au projet suivant. Etc. Ça va nous permettre de multiplier les expérimentations, d'essayer d'aller conquérir un nouveau territoire, plutôt que de mettre toutes ses chances sur un seul projet. C'est un petit peu l'exemple aussi de la Imaginode tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on met toutes ses chances là-dessus, mais si ça rate, bah finalement ça a raté. Alors que en multipliant les initiatives, en mettant moins de ressources mais en multipliant tout ça, ça donne beaucoup plus de chances à ce qu'il y ait un projet, 2 projets, 3 projets qui réussissent. Ça ne veut pas dire que tous les projets vont réussir, et au contraire c'est plutôt une saine chose de se dire que il y a des projets qui ne vont pas réussir. Tout l'enjeu derrière, c'est plutôt de documenter les projets qui n'ont pas réussi pour se dire ok, la prochaine personne qui va arriver là-dessus, si elle veut se rattaquer au même problème, voilà moi les défauts, enfin les problèmes que j'ai eus, et peut-être que la fois d'après ça marchera. On peut pas savoir. Avant-dernier point, c'est
c'est explorer l'inconnu. En tout cas, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut accepter l'incertitude. On peut partir sur un projet en ne connaissant pas la solution. Même parfois, on ne sait même pas ce qu'on va aller chercher. On a fait pareil sur des projets qu'on a eu en entrepreneuriat. Finalement, on savait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, mais on s'est donné du temps pour aller essayer de comprendre ce qui ne marchait pas. Parce que ce qu'on voit aussi beaucoup, en tout cas en France, il y a une mentalité un peu ingénieure où tu dis problème, tout de suite je te donne la solution. Mais sans forcément remettre en cause le problème, remonter un petit peu d'un cran et te dire ok, quel est le vrai problème, comment les utilisateurs ont ce problème-là, etc. Est-ce que cette solution-là marcherait, est-ce que cette solution-là ne marcherait pas? Et du coup, là, on est vraiment dans une logique de test, tu prototypes quelque chose, tu testes auprès de tes utilisateurs, tu vois si ça marche, si ça marche pas. Si ça marche pas, c'est pas grave, tu fermes la porte, c'est une impasse, tu vas ailleurs. Mais c'est cette logique-là, c'est vraiment, il faut être à l'aise avec... et c'est pas facile. C'est une grosse partie aussi de notre travail aussi, c'est d'accompagner les intrapreneurs dans ces zones d'incertitude où ils se sont un peu perdus, ils sont là, oui, mais mon projet, là, du coup, je sais plus, c'est pas forcément ce que je voulais au départ. Mon boss, du coup, je sais pas comment il va accepter ça. C'est pas grave. Il faut avancer sur le projet, trouver la bonne chose. Je vais vous donner un petit exemple là-dessus. Un projet d'entrepreneuriat sur lequel on avait travaillé pour une grosse boîte française qui a des agences physiques, notamment à La Réunion. Et un des problèmes qu'ils avaient, c'est qu'il y avait encore beaucoup de gens qui faisaient la queue dans ces agences. Et c'est vraiment des grosses queues avec beaucoup de gens qui attendaient. Et du coup, ils se demandaient, ok, comment résoudre ce problème? On voudrait qu'il y ait moins de gens qui fassent la queue dans nos agences. Solution, on va faire une application. Comme ça, les gens vont pouvoir payer directement de chez eux, et il n'y aura plus la queue dans les agences. Ok. Donc, ils viennent vers nous avec cette solution-là, et on leur dit quand même, on va quand même aller voir les gens sur le terrain, on va aller voir les giftiers, on va aller voir les gens qui font la queue, et finalement, ils se sont rendus compte de 3 choses. La première chose, c'est qu'à La Réunion, il y a très peu de gens qui ont des comptes en banque. Ah, bon, pour une application, du coup, ça fait pas trop l'affaire. Deuxième point, c'est qu'il y a encore, c'est le corollaire, du coup, beaucoup de gens qui payent en liquide, forcément, dans ces agences. Et ça ne les dérange pas forcément d'aller en agence parce que, voilà, c'est un petit peu, je fais ma balade au village et je vais payer directement en agence. Et troisième point, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est des gens qui ont des rentrées d'argent fluctuantes dans le temps. C'est-à-dire que, au fur et à mesure des activités, voilà, j'ai de l'argent, j'ai pas beaucoup d'argent, c'est souvent de l'activité au black, etc. Du coup, bon, et c'est dans ce moment-là, c'est ces zones d'incertitude-là où du coup l'intrapreneur commence à dire oui bon, mince, je suis gêné parce que mon boss me demande de faire une application, mais là moi je me rends compte vraiment en regardant le terrain que ça ne fait pas sens de faire une application. Du coup qu'est-ce que je fais? Du coup on a continué à creuser, on a continué à parler avec les gens. En fait on s'est rendu compte c'est que le point d'entrée d'argent fluctuante dans le temps était le principal pain point de ces gens-là. Et du coup ils ont travaillé sur une offre de pay as you go. Et voilà, c'est un petit peu, c'est-à-dire de payer au fur et à mesure de l'argent qui rentre, etc. Donc après, il y avait des verrous juridiques à mettre en place, etc. Du coup, on part avec... Et le boss était très content avec ça. Ils se sont dit, ok, super, ça c'est vachement bien, allons là-dessus, ça va être génial. Donc on n'est plus trop sur, voilà, je te brief, tiens, fais-moi cette application. Et là, on se trouve sur une offre qui fait vraiment du sens, parce qu'on a été parler avec les utilisateurs, on a été découvrir les pain points vraiment originaux des utilisateurs. Voilà. Et je vais vous quitter sur un dernier niveau qui est essayer de sortir de sa zone de confort. Je ne sais pas si parmi vous, si vous savez comment se développe un homard dans sa carapace. L'histoire est intéressante, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, donc un homard, quand il grossit, au bout d'un moment, il n'a plus de place dans sa carapace, il se sent un petit peu étouffé. Donc ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il aille se cacher sous un rocher, qu'il sorte de sa carapace et qu'il s'en construise une nouvelle. Et c'est un petit peu la logique de l'innovation, c'est-à-dire qu'il faut savoir se mettre en péril, savoir sortir de sa zone de confort, se mettre en risque, pour pouvoir grossir, et pour pouvoir développer des nouveaux assets, faire de nouvelles choses. Donc c'est un point qui nous paraît important, et nous paraît assez... finalement, c'est ça aussi, le cœur de l'innovation, c'est dans des moments un petit peu de risque, de tension, où on va pouvoir aller chercher de nouvelles choses, et innover. Et, à nouveau, pour conclure, l'innovation n'est pas forcément technologique. C'est un point qui nous paraît extrêmement important. Il peut y avoir énormément d'autres innovations que l'innovation technologique. Voilà, je vous quitterai là-dessus, et merci.